Dans le chapitre 2, on va parler de la science derrière les techniques. Donc on commence avec la neurologie et avec quelques faits de base. Donc tout au long de la vie, le cerveau il est en perpétuelle évolution. On a un développement de nouveaux neurones avec de nouvelles connexions entre eux. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Tout ce que l'on fait, toutes les expériences que l'on peut avoir, ça correspond à des décharges électriques au sein du système nerveux qui peuvent potentiellement modifier le cerveau. Dans le cerveau et le système nerveux, chaque information, elle est traitée dans un processus en 4 étapes. Donc tout d'abord, on a une entrée de l'information via différents types de récepteurs qui vont donner des indications à la fois sur le monde extérieur et sur le monde intérieur, donc le corps. Ensuite, on a une interprétation de l'information pour en faire sens. Puis, on a une prise de décision vis-à-vis de cette information pour aboutir à une sortie ou un produit final du traitement de cette information. Donc, par exemple, un mouvement ou une parole. Et toutes les étapes, elles se déroulent très rapidement et elles s'enchaînent en continu. Concernant les informations, on en a 3 grands types. Donc, tout d'abord, on a l'extéroception, c'est-à-dire les informations qui proviennent de l'environnement externe et qui sont captées par nos 5 sens de base. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ensuite, on a l'interoception, c'est-à-dire les informations qui proviennent de l'environnement interne comme la conscience des sensations et des sentiments corporels. Donc par exemple le rythme cardiaque, la respiration, la température et encore plein d'autres choses. Puis on a la proprioception, donc les informations sur le sentiment de soi, qui comprend la conscience de la position des membres et du corps, ainsi que la relation à l'espace et au temps. Donc c'est le sorte de système GPS du corps humain. Dans le corps humain, on va avoir plein de capteurs différents, dont certains que je vous laisse ici. Donc on peut avoir des récepteurs sur les forces mécaniques qui sont créées pendant le mouvement, des récepteurs qui vont mesurer la pression, la température, les vibrations, les substances chimiques, tant celles qui sont créées à l'intérieur du corps que celles qui sont introduites depuis l'extérieur. On a aussi des récepteurs qui sont associés aux champs électriques et magnétiques, ainsi que des récepteurs qui sont associés à la douleur et qui vont réagir aux potentiels dommages qui sont causés au niveau des tissus. Concernant la phase d'interprétation ou la phase d'intégration, elle est basée sur les expériences passées via le système d'essai et d'erreur. Donc par exemple, on apprend à ne pas toucher un objet qui est sur le feu quand on le fait une première fois et qu'on se brûle. Cette étape, elle implique différentes zones du cerveau, mais l'objectif de cette formation, c'est pas d'aborder toutes ces zones de manière exhaustive, c'est juste d'illustrer l'importance du système nerveux en kinésiologie. Ensuite, une fois que le cerveau il a fait sens des informations qui sont reçues, il doit prendre une décision concernant la marche à suivre. Son objectif principal, c'est la sécurité et la survie. Donc chaque entrée, elle est d'abord scrutée pour savoir si elle constitue une menace à l'intégrité du corps ou non. Ensuite, la deuxième fonction du cerveau, c'est de créer du mouvement. Donc il va s'organiser autour des informations qui sont reçues pour produire une action motrice. En bougeant, le cerveau il reçoit de nouvelles entrées sensorielles qui vont repasser par toutes les étapes de traitement pour aboutir à une nouvelle action motrice et les cycles s'enchaînent en continu. Les sorties, elles ont 2 aspects principaux, le mouvement volontaire et la stabilité réflexe. Actuellement, le grand problème de la majorité des méthodes d'entraînement et de traitement des blessures et des douleurs, ça va être le manque de considération pour le cerveau, alors que toutes les méthodes et tous les traitements l'impactent directement. À la place, donc les méthodes actuelles d'entraînement et de traitement de douleurs et des blessures, elles se concentrent principalement sur le produit final, donc sur le mouvement ou sur la présence de douleurs, sans s'intéresser vraiment à ce qu'il se passe en amont. Et pourtant, toutes les entrées elles peuvent être interprétées comme des dangers ou comme des menaces, et plus le système nerveux il en perçoit, moins les sorties vont être de qualité. Le résultat, ça va être une restriction de force et de mobilité, donc avec des mouvements qui vont être de moins bonne qualité, et c'est un risque plus grand de douleur, de raideur, de fatigue ou d'autres troubles, donc par exemple des vertiges et des migraines, et le risque il est proportionnel au niveau de menace et de danger qui est perçu. Si on s'entraîne sans chercher à prendre en compte toutes les menaces qui peuvent être perçues par le système nerveux, on va juste renforcer les compensations. Ces compensations, elles évoluent de manière aléatoire au fil du temps, en fonction des expériences de vie, d'où l'importance d'une attention quotidienne sur les sensations du corps et sur les potentielles menaces. Peu importe les exercices ou les méthodes de correction qui peuvent être utilisées pour répondre aux sorties du cerveau qui sont jugées comme néfastes, les entrées problématiques de base, elles ne sont pas éliminées de cette manière. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir mieux comprendre les menaces communes qui sont perçues par le système nerveux, d'apprendre à les mettre en évidence pour ensuite les supprimer afin de pouvoir rétablir des informations sensorielles de qualité. Et cela va permettre d'aboutir à des mouvements et des performances qui sont optimisés et qui reflètent le véritable potentiel du corps humain.
On va parler d'exercices d'activation ou de réinitialisation qui permettent d'améliorer le fonctionnement des muscles. Donc on va pas avoir un impact direct sur la masse musculaire ni sur l'intégrité physique des tissus. On a juste une action sur le système nerveux et sur les entrées sensorielles. Ces exercices, ils vont être à réaliser avant toute autre forme d'entraînement parce qu'ils permettent au système nerveux d'utiliser les muscles et les articulations de façon optimale dans les mouvements. Ensuite, c'est important d'indiquer que toutes les entrées sensorielles, elles vont pas être forcément traitées de la même façon, elles vont pas avoir la même importance pour le cerveau. On va avoir certaines entrées qui vont être prioritaires par rapport à d'autres. On a notamment 3 systèmes principaux pour recueillir des informations, le système visuel, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Ces 3 systèmes, ils fonctionnent ensemble afin de créer des messages qui sont complémentaires et cohérents pour le cerveau. Lorsque ces systèmes ils fonctionnent normalement, ils vont offrir au corps une plateforme stable pour les mouvements volontaires, donc les mouvements qui sont actifs et conscients. Ils vont optimiser les performances et les sensations physiques tout en minimisant le risque de blessure et de douleur. Si jamais on a un système qui ne remplit pas son rôle ou qui apporte des informations qui sont contradictoires à celles qui sont apportées par les autres systèmes, cela va aboutir à une confusion, à un décalage sensoriel qui va impacter la qualité des sorties. Donc on va finir avec des mouvements qui sont lents et imprécis, des performances qui sont amoindries et des troubles divers. Par exemple, en voiture, si on essaie de lire ou de regarder une vidéo ou un film sur un écran, des informations contraires sont envoyées au cerveau. D'un côté, on a le système vestibulaire qui perçoit le mouvement qui est lié au déplacement de la voiture, et de l'autre, on a le système visuel qui perçoit une absence de mouvement, le regard étant fixé sur un objet immobile. Le résultat, ça va être un mal des transports avec potentiellement des nausées et des vomissements. Le même phénomène est possible lorsqu'on court sur un tapis roulant, donc on va avoir un décalage entre le mouvement de course qui est perçu par le système proprioceptif et le système vestibulaire, avec l'absence de mouvement dans le champ visuel. Et le fait de courir trop souvent sur ce type de machine pourrait potentiellement limiter les performances lors des courses en dehors. Maintenant, on va commencer par parler un peu plus en détail de chacun des 3 systèmes. Donc on commence par le système visuel, qui est un système capital, vu qu'environ 60% du cerveau est impliqué dans la vision d'une manière ou d'une autre. Les yeux, c'est l'outil principal que l'être humain y possède pour appréhender le monde extérieur. Donc ça va lui permettre de capturer des images et de guider les mouvements, donc en planifiant leur précision et leur vitesse. Si jamais un problème apparaît dans le système visuel, ça peut avoir des répercussions sur les sorties et sur le fonctionnement global du corps, avec un impact potentiel sur des troubles cognitifs et émotionnels courants. Par exemple, le fait d'avoir un œil dominant, ça va entraîner une inclinaison de la tête pour avantager l'utilisation de cet œil et la réception d'informations via cet œil-là, et ça va avoir des conséquences dans le reste du corps. Donc entre autres, le tonus de certains muscles change pour s'adapter à cette nouvelle position de la tête, ce qui va modifier la posture et les capacités de mouvement. Au fil du temps, l'œil va devenir de plus en plus dominant et le cerveau il va de moins en moins s'appuyer sur l'autre œil, ce qui mène à encore plus de compensation. Le système visuel, il est composé des yeux, des nerfs optiques et du cerveau. Les yeux, ils transmettent la lumière provenant de l'environnement via ces nerfs optiques à travers le cerveau. Et dans le cerveau, on va avoir une conversion d'énergie lumineuse en impulsion électrique. Au final, ce qu'on voit est donc créé à l'intérieur du cerveau et ça va varier d'une personne à l'autre. La vision provient donc véritablement du système nerveux qui interprète les images sous forme de lumière et pas directement des yeux, qui vont juste servir de relais d'information pour le cerveau. Les informations qui sont reçues et perçues vont affecter à la fois la perception du monde et le fonctionnement du corps. La combinaison de ce qui est capté par les 2 yeux, ça donne la vision stéréoscopique. Donc chaque œil capte des informations qui sont légèrement différentes et qui sont combinées par le cerveau pour créer une image unique en 3 dimensions, et ce qui permet de percevoir la profondeur. On a deux voies différentes dans le traitement des informations visuelles. On en a d'abord une pour comprendre les informations spatiales, donc pour la localisation et pour le mouvement. Et on a une autre voie qui sert à reconnaître les objets, les formes, les couleurs et les détails. Lorsqu'on s'intéresse à la vision, la capacité à voir les choses avec clarté, donc ce qu'on teste habituellement chez le médecin, ça ne suffit pas. Dans la vie réelle, on bouge tout le temps et le cerveau il s'intéresse peu aux objets stationnaires. Si une information ne change pas, le cerveau va arrêter d'y prêter de l'attention au bout d'un certain temps. Et c'est par exemple le cas avec le nez. Donc comme le nez est toujours au même endroit, au bout d'un moment on arrête vraiment d'y faire attention. À la place, le cerveau il va porter plus d'intérêt aux objets qui sont en mouvement et souvent pendant qu'on est nous-mêmes en train de bouger. Au niveau du système visuel, on va avoir plusieurs actions types. Donc on va avoir les fixations, qui consistent à regarder fixement un objet immobile ou à maintenir le regard stable sur un point précis. Ensuite, on va avoir les poursuites fluides. Donc ça consiste à suivre du regard de façon aisée et fluide une cible en mouvement.
et c'est une action qui est cruciale pour pouvoir conduire et faire du sport. Puis on va avoir les saccades qui correspondent à des mouvements rapides et saccadés des yeux d'une cible à une autre ou d'un point de focus à un autre. Et c'est par exemple ce qu'on fait quand on lit. On va déplacer le regard rapidement d'un mot à un autre. On a aussi l'action de vergence, donc c'est un mouvement des yeux dans des directions opposées. Quand une cible se rapproche du corps et des yeux, on va avoir un mouvement simultané symétrique des yeux vers le nez. On parle de convergence qui est essentielle pour percevoir la profondeur. Et dans l'autre sens, donc quand un objet il s'éloigne du corps ou des yeux, on va parler de divergence. Ensuite, on va voir le réflexe vestibulo-oculaire qui permet de maintenir le regard fixe sur une cible visuelle lorsqu'on bouge la tête. Donc ça permet de garder les yeux immobiles lorsque le corps est en mouvement. Puis on va voir le réflexe optocinétique, une sorte de capteur de mouvement pour les yeux. Quand on regarde une scène en mouvement, les yeux ils vont suivre naturellement puis revenir rapidement à la position de départ avant de recommencer. Et c'est par exemple ce qui se passe quand on est en voiture et qu'on regarde les lignes au sol ou les poteaux au bord de la route. Donc la présentation du système visuel elle est assez brève et c'est normal. Le but de la formation encore une fois c'est pas d'aborder chaque élément du système visuel en détail avec une description complète des aires cérébrales qui sont sollicitées. Une présentation simple ça suffit pour bien appréhender la suite. Les fixations, elles sont à la base de toutes les autres actions. Le regard, il doit pouvoir s'arrêter pour prendre des informations et stabiliser la vision, afin que le monde, il apparaisse pas comme flou lorsqu'on se déplace. On va maintenant parler du système vestibulaire, donc c'est le système neuronal de l'équilibre, sorte de GPS du corps humain. Son rôle principal, c'est de garder le corps en sécurité et stable face à la gravité, en contrôlant le tonus des muscles, donc c'est une activation musculaire qui est réflexe dans tout le corps, et notamment le long de la colonne vertébrale. Le système vestibulaire, il oriente les yeux et le corps par rapport à la gravité et il fournit des informations concernant le mouvement, la position de la tête et l'orientation dans l'espace de façon continue. Parmi ces autres actions, le système vestibulaire il aide à voir clairement pendant que le corps est en mouvement en stabilisant les yeux, il aide à réguler la vitesse et à déterminer la direction que l'on prend tout en ajustant aussi la respiration et la tension artérielle. Si jamais il apporte des informations qui sont imprécises, le corps il va s'éloigner d'une position équilibrée, ce qui va mener à des changements de posture et de tonus musculaire partout dans le corps, et surtout pour les muscles responsables des mouvements d'extension. L'oreille interne, elle aide à détecter la gravité en répondant aux questions de quel sens est vers le haut et dans quel sens je bouge, donc vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas et en rotation. Cette compréhension de l'orientation dans l'espace, elle se fait grâce à des nerfs qui reçoivent de nouvelles entrées sensorielles à chaque fois que l'on tourne, que l'on penche ou que l'on bouge la tête. Cette action elle va être très importante parce que pour des mouvements de qualité, on a d'abord besoin d'une plateforme stable à la base. Donc on a besoin d'un bon équilibre du corps avec une bonne stabilisation de la tête et du corps lors des mouvements. En lien avec le système vestibulaire, on va avoir le réflexe vestibulo-spinal qui participe au maintien de la posture et de l'équilibre, que ce soit en conditions stationnaires et dynamiques. Donc il va ajuster le tonus musculaire, les réflexes et la position des membres en fonction des informations qui sont reçues par le système vestibulaire. Et cette fonction elle va être très importante dans les sports de contact parce qu'elle va permettre de maintenir l'équilibre lorsque des forces extérieures elles agissent sur le corps. Le système vestibulaire il va être activé par le changement, donc un changement de position ou par un mouvement. Lorsqu'un changement est détecté, il va envoyer des signaux directement au cerveau, ce qui va leur permettre de bouger dans la direction opposée au mouvement afin de pouvoir rester fixés sur leur cible. Pour stimuler le système vestibulaire, on va disposer de plusieurs moyens. Donc tout d'abord, on peut faire des mouvements de la tête, donc flexion vers l'avant, extension vers l'arrière, des inclinaisons latérales sur les côtés et des rotations d'un côté à l'autre. Et on peut faire tous ces mouvements-là en ayant une cible visuelle ou en marchant. Et on a aussi deux sports qui vont très bien solliciter et très bien stimuler le système vestibulaire, avec la danse et la gymnastique. Donc par exemple avec des mouvements de roue et de rondade ou de rotation sur soi. Maintenant, on va passer au troisième système sensoriel très important, donc le système proprioceptif, qui correspond à la carte en 3 dimensions du corps dans l'espace et le temps. Ce système il est responsable de la sensation neuromusculaire. Il va comprendre des récepteurs qui sont présents à la fois dans la peau, les articulations et les muscles, et qui sont activés par le toucher, le mouvement, les vibrations, la pression, la température, et encore plein d'autres choses. L'ensemble de ces entrées sensorielles, elles permettent de comprendre où le corps se trouve et ce qu'il fait. Et c'est des informations qui sont primordiales pour obtenir des sorties de qualité. On va voir 3 aspects différents de la perception du corps. Donc on a d'abord le sens de la position des articulations, c'est-à-dire l'angle des articulations et la position des membres dans l'espace.
Ensuite, on a la kinesthésie, qui correspond à la conscience de la façon dont le corps y bouge, en termes de vitesse, de direction, de durée et de timing des mouvements. Puis on a le sens de la force, qui désigne la capacité à percevoir la force et la tension qui sont créées par le corps, ainsi que le poids des objets extérieurs. Quand on est jeune, donc à l'enfance et à l'adolescence, on va avoir tendance à beaucoup bouger et à bouger souvent. Mais à partir d'un certain âge, on peut commencer à adopter un mode de vie plus sédentaire, notamment influencé par les exigences de la vie adulte. Donc ça va entraîner une diminution des mouvements et des effets négatifs à la fois sur la qualité de mouvement et sur la santé. Le cerveau et les neurones, ils vont ainsi être moins nourris en mouvement, ce qui va aboutir à une diminution de la mobilité et une apparition de raideur, en raison d'une moins bonne conscience de tous les muscles et de toutes les articulations. Les blessures et les désagréments que l'on peut rencontrer à l'âge adulte, ils sont probablement liés à des mouvements qui impliquent des muscles et des articulations avec des angles et des amplitudes dans lesquels le cerveau ne se sent pas ou ne se sent plus en sécurité. Cette perception de danger, elle s'accompagne d'une libération de cortisol, donc l'hormone liée au stress, mais le fait de bouger suffisamment au quotidien peut influencer directement l'évaluation des menaces par le cerveau et permettre de retrouver une meilleure mobilité et des meilleures sensations avec moins de raideur très rapidement. En plus des techniques et des méthodes qui sont présentées tout au long de la formation, dans la partie bonus, vous pouvez aussi retrouver des exercices de mobilité articulaire qui répondent totalement à cette problématique et qui permettent au cerveau de regagner une bonne conscience de tous les muscles et de toutes les articulations. Maintenant, on va parler un peu de posture. Donc c'est le résultat de la synergie entre les muscles fléchisseurs d'un côté et les muscles extenseurs de l'autre. Et c'est contrôlé de façon inconsciente par le cerveau. Donc c'est un processus réflexe qui dépend des informations qui sont fournies par de nombreux récepteurs à travers le corps. Et en retour, la posture, elle peut impacter le recrutement des muscles et les stratégies de mouvement. Une position correcte des muscles avec un tonus adéquat, ça permet d'optimiser la communication entre le cerveau et le corps. Et cette position, elle est influencée principalement par les yeux, l'oreille interne, la mâchoire et les pieds. Il est donc possible d'impacter la position des muscles en jouant directement sur ces structures sans toucher directement aux muscles. En corrigeant des positions qui sont inadaptées ou sous-optimales, on améliore la santé et les performances physiques. Pour donner un exemple de l'impact de ces structures, donc par exemple au niveau des yeux, si jamais on a un déséquilibre des muscles oculaires, ça va entraîner un décalage dans le cerveau, ce qui va aboutir à des compensations au niveau des épaules, de la colonne vertébrale, du bassin ou des pieds, avec par exemple au niveau des pieds une distribution inégale du poids entre le pied droit et le pied gauche. Les pieds, c'est la base de soutien du corps qui est fondamentale à l'équilibre. Ils répondent aux entrées sensorielles qui proviennent à la fois des systèmes visuels, vestibulaires et proprioceptifs. Si jamais il y a un problème quelque part, encore une fois, ils vont compenser et s'ajuster pour pouvoir maintenir une posture stable debout. Dans l'autre sens, des déséquilibres dans l'alignement corporel vont faciliter des dysfonctionnements des divers systèmes, ce qui va aboutir à encore plus de déséquilibre dans cet alignement. Enfin, on termine la partie sur la neurologie avec la douleur. On commence avec les nocicepteurs qui sont généralement représentés comme les récepteurs de la douleur. Mais la douleur, c'est pas une entrée sensorielle, c'est-à-dire que ce n'est pas à la base du processus, c'est plutôt un produit ou une sortie du système nerveux après l'interprétation des entrées sensorielles. Donc notamment une interprétation des dommages potentiels subis par les tissus du corps. Ainsi, la douleur, c'est pas forcément quelque chose de mauvais que l'on devrait chercher à tout prix à supprimer ou à éteindre, avec du froid et des antidouleurs par exemple. C'est en vérité un message du cerveau auquel il faut porter attention et qu'il faut écouter pour en comprendre la cause et l'origine, parce que ça va être impossible d'avoir de vrais impacts sur la sensation de douleur sans aborder ces deux aspects. Et c'est la même approche pour les raideurs et les manques de mobilité. Le cerveau, il se sent juste pas en sécurité avec certains mouvements, certaines positions, certains muscles ou certaines articulations qu'il va percevoir comme des menaces ou des dangers. En retour, il va se protéger en limitant la force et la mobilité. Au lieu de travailler directement sur la force et sur la mobilité, le fait de s'occuper des dangers qui sont perçus par le système nerveux et d'éliminer ces dangers, ça va avoir beaucoup plus d'effet. Si on a une douleur et que c'est pas le résultat direct d'une blessure, d'un effort spécifique ou d'un événement particulier, ça va alors être un message du corps qui indique que quelque chose doit changer dans le mode de vie, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, ou bien au sein d'un des systèmes d'entrée du corps. Pour certaines blessures, même après que les tissus du corps ils aient guéri ou qu'ils aient été réparés, le cerveau il peut continuer à mettre de la douleur ou de la raideur dans la zone en guise de protection afin de limiter l'utilisation donc des muscles et des articulations qui sont juste autour. C'est un phénomène que l'on peut mettre en évidence et dont on peut se débarrasser. Et on en parlera un peu plus dans la partie de souvenirs de blessures.